Bienvenue dans cette nouvelle interview Daydreamer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, ou peut-être plutôt d'être reçu par Julien Vidal. Aujourd'hui, on va parler de projection dans un futur désirable. On va parler de confiance en l'avenir. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Salut Guillaume. Julien, tu es pour moi, j'ai préparé une petite intro. Julien, tu es pour moi un éternel optimiste. Tu as fondé le mouvement Ça commence par moi en 2016, écrit plusieurs livres comme Mon métier aura du sens, 2030 glorieuse, Utopie vivante et d'autres encore. Tu es également podcasteur en 2030 glorieuse, où tu interviews des femmes et des hommes qui incarnent par leur métier des utopies réalistes du monde de demain. Il y a aussi un atelier 2030 glorieuse pour se projeter positivement dans un monde sobre, joyeux et responsable. Je suis ravi de pouvoir passer ce moment avec toi aujourd'hui. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de te projeter dans un avenir qui soit positif et qui t'a fait dire oui, bah, c'est possible si on s'y met, quoi. L'interview commence mal, Guillaume, puisque je suis pas d'accord avec toi. Ah Je suis pas un mince. éternel optimiste. Je suis un incertain chronique. Ok. J'ai la conviction de ne pas savoir ce qui va se passer. J'en suis persuadé. Je suis incapable de parier sur un avenir probable. Je sais que là, actuellement, quand on regarde la manière dont est organisée la société, dont on raconte notre relation au présent et à l'avenir, on est mal parti. Oui. Ça, je le sais. Et à la fois, je sais aussi que nous, les êtres humains, on est irrationnels, que c'est en ce moment notre plus grand défaut sans doute, mais c'est aussi potentiellement de temps en temps notre plus grande qualité. Et donc, moi, j'ai envie de participer à faire en sorte de créer toutes les conditions possibles pour que on arrive à retourner cette irrationalité en notre faveur. D'accord. Et ça passe par des choses qui sont impalpables. Et notamment notre relation à l'avenir en passant par les imaginaires positifs, les utopies. Donc franchement, optimiste, tu me prends sur certaines journées. Des fois, je me dis, mais en fait, on va jamais y arriver. C'est la Ouais. catastrophe, quoi. Ouais. Et à la Surtout en fois, ce moment. ouais, surtout en ce moment. Et à la fois, non, ça y est, là, j'ai l'impression que je suis un peu, ouais, je sais pas. En ce moment, je suis à nouveau dans une bonne boucle. Mais je crois que du coup, ça répond aussi un peu à ta première question. Étant donné que je ne sais pas, je me dis que ce serait dommage de ne pas avoir essayé. Et jusqu'au dernier moment, je me dirais, bah, en fait, je trouve que ce serait dommage de ne pas avoir tout fait pour se dire que si ça se trouve, ça pourrait marcher. Et là, avec les ateliers 2030 Glorieuses, on touche du doigt voilà, cet espace d'irrationalité qui, de temps en temps, nous met dans les conditions du meilleur parce que avec le podcast et surtout avec l'atelier maintenant, en 2 heures, c'est fou à quel point, tout d'un coup, quelles que soient les personnes, leurs compétences, leurs âges, leur milieu social, le territoire où ils sont ancrés, ben, très vite, en fait, ils arrivent à être utopistes. Très vite, ils arrivent à se rassembler sur ce qui les unit vraiment profondément et ce qui les rendrait profondément Ouais. heureux. Et donc, moi, j'ai l'impression que je suis au bon endroit par rapport à ça, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer, en fait. Donc c'est en fait une manière de, par l'action, transformer le doute en quelque chose où on se projette ou qui va bien se passer, mais sans vraiment le savoir si ça Ouais, va c'est marcher, quoi. assumer ce doute Ok. à fond et de surfer sur ce doute et peut-être même, je sais pas, à un moment, je faisais de l'aïkido, de se dire que ben là, ce doute, plutôt que de te laisser plaqué, tu vois, immobilisé, presque même figé par ce Ouais. doute, bah, au contraire, tu reprends son énergie et puis tu la rediriges dans le sens qui t'intéresse. Il y a peut-être un peu de ça. Ok. Je me suis permis pour préparer cette interview, de relire notamment 2030 Glorieuse Utopie Vivante. Ah ouais. Parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire réagir à certaines choses que tu as écrites donc il y a 4-5 ans, pour voir si qu'est-ce que tu en pensais Ah, la aujourd'hui et voir mauvaise si, interview, et voir si tu sais. c'était toujours Alors, il d'actualité. y a 4 ans, vous avez dit que Non, le mais au truc contraire, sorti de son contexte. Ah, allez, vas-y, je te c'était laisse faire. Vas-y, 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 je suis prêt. c'était juste avant le Covid à peu près que tu as écrit ça et pendant aussi. Et du coup, bah, c'était un moment de grande crise. Il y en a eu d'autres et des moments plus ou moins joyeux depuis. Et du coup, c'était intéressant, en plus, en 2025, de relire ça et de se dire, bah, en fait, il y a plein de choses qui sont encore d'actualité. Par exemple, tu as écrit: si nous voulons aborder la décennie à venir dans de meilleures dispositions, il va falloir revoir notre relation au temps, celle du temps qui passe. Tu disais notamment ce matin que tu étais pressé par la rentrée. Est-ce que, voilà, après un temps de pause qu'a été le Covid, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore revoir cette relation au temps Ouais.
Je disais que le plus grand défaut de l'humanité, c'était notre irrationalité. Je crois que je retire, je me contredis, tu vois. Des fois, en quelques secondes à peine, je me contredis. C'est peut-être notre capacité à nous habituer, Ok. pour le meilleur et pour le pire là Hmm. aussi. On s'habitue à l'incertitude, on s'habitue à l'inconfort et on en fait une normalité. Hmm. Potentiellement, du coup, ça crée une grande capacité d'adaptation, une flexibilité très 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 large. Et à la fois, on s'habitue aussi à ce qui est le meilleur Hmm. et, euh, et au confort et au bonheur et on le normalise. Et puis à la fin, on en vient presque parfois, si on ne fait pas ce travail de toujours se rendre compte du miracle qu'est le vivant, qu'est l'amour, que sont plein de choses qui font notre quotidien, et notamment à nous les Occidentaux qui avons une vie particulièrement confortable, même si on voit qu'elle est en train d'être rognée, agressée de plein de manières, on pourrait en reparler, on s'y habitue. Hmm. Et dans la relation au temps, c'est vrai qu'avec le Covid, de manière un peu forcée, on a eu ces pauses qui ont fait qu'on a un peu cessé notre activité ou en tout cas notre quotidien était défait, rebattu. Ouais. Et s'est posé pour pas mal de gens la question de mais attends, est-ce que je suis content de faire ce que je fais? Est-ce que je suis content du rythme maintenant que j'ai cette pause, maintenant que j'ai cette accalmie? Est-ce que j'ai envie de retourner dans cette folie? Et s'il y en a quelques-uns qui ont réussi à bifurquer, à vraiment ancrer de nouvelles habitudes, on s'est retrouvé pas mal à en fait refaire Oui, exactement comme c'est on ça. faisait avant. Moi, j'ai réussi à mettre des sortes de garde-fous D'accord. en travaillant 4 jours par semaine, euh, avec des enfants en bas âge maintenant que j'ai. Il y a quelques obligations Hmm. qui sont chouettes, notamment pour moi celle d'arrêter de travailler à 17h, 17h30 parce qu'il faut aller les chercher à l'école, des choses comme ça, de plus pouvoir te mettre derrière l'ordinateur ou répondre à ton téléphone quand tu veux le week-end, Ouais. parce qu'en fait tu as envie de vivre une vie de famille qui soit à peu près saine. Donc ça c'est chouette et ça me permet d'avoir je dirais une sorte de minimum vital dans ma relation au temps, une sorte de sérénité, ouais, qui est là. Et à la fois, maintenant j'ai conscience de ça et du coup, j'essaye de tendre vers encore plus, encore mieux. Et ça crée aussi un inconfort. Parce que Hmm. quand on n'en a pas conscience, on le subit, mais finalement, c'est en toile de fond, tu vois. Ouais. Et moi qui en ai conscience, bah, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je suis reconfronté au fait que très vite, si on ne fait pas attention, on peut être Ouais. pris par tout un tas de projets qui, en l'occurrence, dans mon cas, sont chouettes, Hmm. des belles sollicitations, mais qui font qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Ouais, je J'ai comprends. rien contrôlé. Là, mon agenda jusqu'à la fin de l'année est quasiment déjà bloqué. Hmm. Est-ce que je suis à l'aise par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment la manière dont j'ai envie de gérer ma vie? Et c'est la relation autant avec laquelle j'ai envie d'être, tu vois, sain, Ouais. heureux, Ouais. bah, je sais pas. Mais au moins, À maintenant, je peux me découvrir. poser la question et je peux essayer de m'améliorer encore Hmm. par rapport à ça. Et au moins, peut-être une certaine chance que je pense que tu as, c'est que peut-être la majorité de cet agenda qui est rempli d'utopies, d'interviews, Même d'ateliers prévus. l'intégralité. L'intégralité, Oui, bah, c'est c'est génial. les pires choses qui m'arrivent dans la journée, c'est les interviews avec toi, tu vois, donc, Merci. donc ça Euh, va. euh, et pour rebondir donc justement sur l'utopie, dans ce livre où les as développés, tu dis que l'utopie, elle libère le potentiel de l'imagination, de la critique et de la pensée. Et donc je me demande justement avec 5, 7, même depuis 9 ans que tu as plongé dans Ça commence par moi, comment les utopies, elles arrivent à façonner ton quotidien et te dire, dans le livre, je rebondis également, tu as mis une citation, je crois, de Sandrine Roudot qui dit l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais c'est l'irréalisé. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à réaliser un peu plus de vivre de ces utopies-là? Ouais, il y a deux réponses que j'ai envie de te faire. La première, c'est qu'effectivement, souvent, quand j'anime l'atelier 2030 Glorieuse, je divulgage un peu la fin de l'atelier dès le début en disant aux gens, vous allez voir, vous êtes utopiste, rêver collectivement, c'est encore plus fort, et qu'en fait, tous les rêves que vous allez voilà, échanger, partager, construire ensemble pendant Mhm. une heure et demie, ensuite, on vous montre qu'ils sont déjà là tout autour de Ok, vous, et que les 2030 Glorieuses, elles ne sont pas à lancer, mais en fait à faire changer d'échelle. Mais ouais, il y a plein d'interstices dans nos vies, dans nos villes, dans notre quotidien où on peut aller se connecter à ces 2030 glorieuses ouais, et j'ai tout fait pour l'instant
en tout ce qui est en mon pouvoir pour que 99% de ma vie, j'ai pas fait de calcul exact sur exactement l'organisation de mon Ouais. temps, mais soit directement déjà imbriqué, interconnecté avec ces 2030 glorieuses. Et donc j'aurais tendance à te dire que moi j'y vis déjà dans ce futur, dans ces futurs souhaitables. Et donc ça c'est hyper chouette. Et au quotidien c'est hyper ouais, rassérénant, on a l'impression d'être au bon endroit. J'ai l'impression d'être au bon endroit, de contribuer à faire en sorte par le micro, par les ateliers, par plein d'autres choses que je fais aussi dans la manière dont tu vois, je gère mon argent, Ouais. mes espaces d'implication bénévole, etc. De participer activement à ce qu'elles prennent encore plus de place, ces 2030 glorieuses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'utopie, maintenant que je m'y confronte, maintenant que je joue avec au quotidien, elle rend beaucoup plus intolérable ce qui fait notre présent. Ouais. Et donc, avant peut-être que je pouvais être un tout petit peu plus docile vis-à-vis, je sais pas, des discours, de ce qu'on nous impose, des propositions, des messages. Quelques exemples, le fait que on fasse passer là au forceps des budgets, des lois, des choses comme ça. Peut-être qu'avant je pouvais être un peu plus, je sais pas si c'est cynique, je sais pas si c'est un peu plus résigné, mais maintenant ça me met vraiment vraiment en colère et je le laisse plus passer, tu vois, et je suis alerte par rapport à ça. Les messages que je vois des publicités dans la rue, avant peut-être que je pouvais passer à côté et pas forcément les questionner. Maintenant ça me rend fou de me dire à quel point on essaie de jouer avec notre cerveau et plein d'autres choses, tu vois. Et donc les utopies en fait elles servent de presque à tenir en alerte en permanence ton esprit critique, parce que on voit qu'en fait il y a plein de choses qui remplissent nos vies autrement, et donc des mots comme croissance, comme confort, comme bonheur, ils sont associés à des sentiments bien plus profonds, et à quelque chose qui contribue à améliorer le vivant dans son ensemble quand on est en 2030 glorieuse. Et donc forcément elles éclairent différemment tout ce qui fait que notre quotidien est actuellement celui qu'il est, violent, difficile, même de manière un peu simpliste, carrément merdique. Et donc voilà, moi je crois que j'ai ces deux facettes aujourd'hui de l'utopie qui m'aident bien au quotidien, à être alerte, à être en colère si je devais le résumer, mais aussi à être serein, apaisé, parce que elles me remplissent, elles m'apaisent, elles font ma vie de tous les jours. Ça me fait penser, on démarre cette rentrée un peu dans un rapport de force entre Un climat un social gouvernement vivant, qui change, des manifestations sociales assez importantes. Dans ce que j'ai pu lire aussi, cette faculté à se projeter dans l'avenir, à se recréer un imaginaire même en étant adulte, ça reste une force qu'il est difficile de développer aujourd'hui, et du coup ça joue peut-être aussi dans ce rapport de force. T'as raison. Comment est-ce qu'on peut travailler cette force au quotidien, notamment moi ça m'aide beaucoup d'écouter les podcasts ou de participer à des ateliers justement qui aident à se projeter, mais plus largement, qu'est-ce qui peut nous aider au quotidien à nous projeter mieux et à entretenir cette force? C'est difficile comme question et c'est difficile comme travail parce qu'on est français. Et donc nous on est cartésien par essence, par nature. Tout notre apprentissage tourne autour d'être pragmatiste, réaliste, d'avoir une intelligence mesurée, mathématique. Et donc on nous désapprend à être utopiste. C'est vrai. On commence nos phrases par oui mais, même quand on est d'accord avec quelqu'un. Je le fais souvent, c'est vrai. Et on a l'impression qu'on doit toujours être dans une sorte de débat infructueux, dans une opposition permanente. Et ça, c'est pas le terreau fertile à l'utopie. Et donc, moi, quand je veux être un peu provoquant et faire rire les gens, je leur dis que le voyage en 2030 glorieux, c'est l'autorisation pendant 2 heures à plus être français. Et de se dire, allez, viens. On se dit qu'en fait, on n'est pas obligé d'être réaliste, d'être cartésien, mais au contraire, qu'on peut retoucher un peu cette... tu sais, quand on était gamin et qu'on se disait, quand je serai grand, Et on osait rêver, et là on se mettait pas de barrière. Et l'utopie, elle a besoin de ça, parce qu'elle a besoin d'être vraiment décorrélée de la réalité pour proposer quelque chose de radicalement différent. Et ensuite mettre en place les gens, en mouvement les gens vers cette utopie vraiment différente. Parce que si on essaie juste de partir du présent pour l'améliorer, on fait des micro-améliorations. Sauf qu'on ne change pas vraiment le sillon, et là en l'occurrence mortifère dans lequel on est, tu vois, qui est vraiment là en l'occurrence très contre-productif. Donc on fera un peu moins mal, mais on continuera à faire mal. Là on a besoin de changer notre relation au vivant quasiment du tout au tout. Donc l'utopie, elle permet ça. Elle permet de se dire, attends, viens,
On se dit pas que, je sais pas, tu vois, des choses techniques comme on va aller sur les lunes ou on va voler. Ouais. Bah non, forcément, si on part du présent à l'époque, on se disait c'est pas possible, ça marchera jamais. Si on partait de la monarchie en se disant oh, bah tiens, ça serait chouette qu'on ait tous et toutes une voix et qu'on puisse aider C'était à pas construire la possible à France, imaginer. ça semblait improbable, tu vois. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette radicalité. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à se connecter aux gens qui sont déjà un peu comme ça. Tu vois, ils ont Ouais. une sorte de source infinie qui en plus peut être transmise assez facilement. Et après, il faut essayer aussi de temps en temps d'essayer de, comment dire, une sorte de jeu de l'esprit de l'inversion de la position. Là, tu vois, typiquement, tu parlais des mouvements sociaux. Le 10, je crois que le mot d'ordre, c'était bloquons tout. Et moi, je me suis dit, mais en fait, bloquons tout, on reste encore en opposition au Ouais. modèle actuel. J'ai Et cette si c'était réflexion aussi. justement, débloquons tout, tu vois. Débloquons les imaginaires, débloquons les possibles, débloquons les croissances, débloquons les flux financiers pour que. Et comment, en fait, l'idée d'être pour quelque chose change radicalement ta position. Et j'ai l'impression que si on devait faire une lecture politique de comptoir en 30 secondes, là, les socialistes ils se sont un peu, ou le camp du vivant, ou la gauche, on le dit comme on veut, tu vois. Mais notamment, je trouve que les socialistes, c'est le bon cas d'exemple, parce qu'on voit à quel point là, ils ont vraiment perdu en capacité d'attraction, Ouais. aussi avec en radicalité de leur message, parce qu'il y a eu des grands acquis sociaux, économiques, éducatifs, de santé, qui ont été gagnés après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, on s'est juste mis à les défendre et Ouais, à je lutter comprends. contre toutes les attaques à ces acquis. Et donc, en fait, maintenant, on est contre la loi du plomb, on est contre, tu vois, la réforme des retraites, mais Mais il y a moins quels de sont les pour nouveaux quelque acquis chose et moins de tu vois, avec. exactement. Ouais. Je pense que ça, c'est hyper difficile, mais c'est un entraînement du quotidien. C'est comme quand tu commences je sais pas, une nouvelle langue étrangère ou un Ouais. nouveau sport. Bah, au début, tu es nul, ou dans des rares cas, excellent, mais c'est rare. Et donc, il faut accepter d'être nul et il faut s'entraîner, il faut aller regarder des gens qui Ouais. font mieux, se connecter à eux, le faire ensemble pour s'améliorer, comme si tu étais dans un club d'utopistes. Et puis après, bah, lire, faire toutes les choses que les gens font quand ils veulent apprendre quelque chose de nouveau. Ce qui est marquant aussi dans cette approche utopiste, c'est le côté justement collectif et pas individualiste. Tu as déjà écrit ça il y a 5 ans, que la société était organisée pour annihiler toute trace d'espoir utopiste et pour nous ramener immédiatement à une réalité uniforme et individuelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que, notamment, on l'a vu avec les mouvements sociaux, mais que se rassembler collectivement pour ou avec quelque chose, ça pouvait apporter de la joie et justement en plus un sentiment de construire ensemble. Et je pense que c'est ce que tu vois aussi avec tes ateliers, que c'est le côté collectif qui fait la force Ouais. de l'utopie, quoi. Ça, c'est la version positive, constructive, tu as raison. Ouais. Et si on est un peu plus pragmatique, en général, les gens, quand ils décident de se remettre un peu au service du vivant, de plein de manières, parce que je te donne des exemples un peu bateaux, mais tu as envie de devenir végétarien, par exemple, tu vois, ou tu as envie de changer de boulot. Bah, très vite, ce qui se passe dans les premiers pas de ces changements qui sont quand même assez radicaux, bah, tu t'isoles en fait. Ouais. Parce que tes potes ou ta famille vrai. comprennent pas pourquoi tu as changé de boulot, tu es un peu tout seul dans ton coin, parce que tes potes ou ta famille ou tes amis ou tes anciens collègues comprennent pas, tu vois, pourquoi tu es tout seul à la cantine, pourquoi tu peux plus aller manger au même endroit, etc. Et donc du coup, tu te retrouves à t'isoler. Ouais. Et nous, on est des animaux sociaux, on a besoin d'appartenir, on a besoin de faire partie de communautés. Et donc l'idée aussi du collectif par l'utopie, c'est de se rendre compte que on perd peut-être pour un temps le temps de grandir en utopie un collectif, une communauté à laquelle on appartenait, peut-être d'ailleurs dans laquelle on se sentait pas forcément toujours bien, et on en a d'autres à côté. Et donc plutôt que d'abandonner en se disant bah voilà je suis tout seul en fait et j'ai pas envie d'être tout seul, bah, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens. Moi ça m'avait fait ça, notamment en rejoignant un moment l'IFS, l'Institut des Futurs Souhaitables avec leur Lab Session, etc. De me dire oh, voilà en fait il y a d'autres communautés d'utopistes qui sont là, ça me fait du bien de me sentir connecté, de sentir que j'appartiens. Et je suis d'autant plus serein maintenant pour continuer ces changements dans le temps long et me dire que les gens qui étaient autour de moi avant, ils seront encore là après et j'ai pas besoin de les affronter, j'ai pas besoin de les faire changer trop vite non plus parce qu'il y en a d'autres qui me comprennent. Et ça fait du bien d'être compris, tu vois, de temps en temps, de déposer un peu les armes, de déposer les arguments et de juste être toi-même, ça fait vachement de bien. C'est vrai. Je trouve que c'est juste parfois un petit peu difficile et c'est un peu ce que j'ai remarqué moi ces 5-6 derniers mois, que j'ai ressenti beaucoup ça, c'est justement les divisions
au sein même d'un clan d'utopistes, on va dire, qui militent pour différentes visions plus ou moins extrêmes d'une société positive. Il y a évidemment des personnes aussi qui militent dans d'autres camps d'utopie bien à eux. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est le bon mot de dire rassembler toutes ces personnes qui ont des opinions différentes, ou bien trouver un moyen de travailler plus notre altérité pour que tout ça fonctionne. Mais je trouve ça difficile pour notamment les gens qui découvrent, qui essayent de se lancer un petit peu et puis qui peuvent se prendre des remarques de personnes un peu plus radicales, Je un peu comprends. plus engagées, puristes, je sais pas quel est le bon mot, mais voilà. Je comprends. Et en plus, je l'ai beaucoup vécu, donc ça me touche particulièrement ce que tu me dis et ta question est pertinente. Et je crois qu'à la fois, tu vois, cette envie de rassembler largement, j'en suis un peu revenu. D'accord. Et je dirais deux choses. La première, c'est que sur le fond, à mon avis, stratégiquement, il vaut mieux avoir plein de modèles, plein de méthodes, plein de messages, plein de manières, et donc plus ou moins radicales. Et c'est aussi OK de se dire qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, s'il y a des gens qui ont envie de particulièrement travailler sur les questions de genre, sur les questions de sexualité, sur les questions d'injustice, d'inégalité économique, etc., tant mieux, tu vois. Je pense qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être bon dans tout. Donc ça, c'est important de le dire. Par contre, sur la forme, je pense qu'il faut qu'on apprenne deux choses ou qu'on fasse attention à deux choses. La première, c'est effectivement, si on veut être critique envers les autres mouvements, c'est d'avoir une critique qui est plus constructive, peut-être un peu moins violente, parce que souvent, effectivement, on a un peu cette impression qu'il faut hiérarchiser les mouvements et que parfois dans la critique, mais peut-être que c'est aussi dans comment on perçoit la critique, mais on a l'impression que voilà, on nous met en dessous. Et forcément, c'est pas agréable quand on nous dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez loin, qu'on n'a pas bien compris, même si on me l'a beaucoup dit. Donc peut-être du récepteur et de l'émetteur se rendre compte qu'on partage une vérité, qu'on a des points de vue qui sont complémentaires et qu'on travaille à la même chose, qu'on peut se tirer vers le haut, qu'on peut éclairer des angles morts. Mais voilà, de donner l'impression que toi t'es avant et que toi t'es après, je pense que c'est contre-productif. C'est la première chose. Et la deuxième chose, là, c'est peut-être plus... une manière de faire avec les autres qu'on nous a jamais vraiment appris, qui est la coopération plutôt que la compétition. Et c'est de réussir à plus l'intégrer dans notre quotidien et dans nos réflexes de tiens, je lance un nouveau projet. Est-ce que avant de créer un truc qui pourrait me donner l'impression que ça n'avait pas été fait, est-ce que je prends pas le temps de voir quand même un peu le paysage actuel, peut-être d'aller poser la question à d'autres un peu plus anciens sur le sujet, tu vois, ah mais est-ce que ça existe, ah oui, ça n'avait pas marché, ah non, ça n'a jamais été fait, pourquoi ça n'a jamais été fait, est-ce que en fait ça a déjà été fait, est-ce que j'ai envie de refaire tout en partant de zéro, est-ce que je vais pas aider les gens, est-ce qu'on s'associe pas de temps en temps sur des trucs sans pour autant renier notre identité propre. Et donc tu vois, il y a deux choses, mais j'aurais tendance à dire que avoir un seul grand mouvement, c'est pas non seulement c'est pas une bonne idée, mais en plus ça me semble complètement irréaliste. Et donc c'est plutôt comment tous ces mouvements font du mieux qu'ils peuvent en se tolérant au pire, ou au mieux en s'acceptant et de temps en temps en travaillant ensemble, et avec encore une fois la possibilité de se faire des feedbacks qui de temps en temps sont un peu piquants, mais productifs, constructifs, et de temps en temps hyper bienveillants, parce que aussi je trouve qu'on se le dit peu entre militants d'autres sujets, tu vois. Bravo, tout ce que tu fais, c'est génial, c'est hyper important, et ça encourage et ça permet de tenir encore plus sur le temps long. Hyper intéressant, tout ce qu'on a discuté depuis le début. On arrive progressivement à la fin. Peut-être encore deux dernières questions. Tu parles souvent, notamment en ce moment, j'ai vu sur la rentrée, de nouvelle croissance. J'aime bien aussi, moi, parler dans la mouvance des signaux faibles. Est-ce que tu en aurais deux, trois à nous partager, de nouvelles croissances, de signaux faibles qui donnent un peu de confiance en l'avenir? Ah ouais. Ouais, je parle de nouvelle croissance parce que j'ai l'impression que le message de la décroissance, il n'arrive pas à changer d'échelle. Même si sur le fond, je le comprends, j'ai l'impression que sur la forme, on est, nous, les êtres humains, trop habitués. Alors, je ne sais pas si c'est depuis quelques décennies avec le message de la surconsommation, de la croissance à tout prix, où on est un peu tombé dans ce piège que la seule relation positive ou nécessaire à l'avenir, c'est de croître.
je sais pas. Ou si c'est quelque chose qui est plus ancré dans nos gènes parce que on nous a toujours dit qu'il fallait survivre et donc plus manger, plus procréer, plus. Je sais pas, j'ai pas encore la réponse. J'ai envie de me rapprocher d'experts pour avoir cette réponse-là ou plein de réponses à ce sujet. Mais toujours est-il qu'effectivement, je pense qu'il faut, plutôt que de dire que demain ça sera moins, il faut dire que demain ça sera mieux et ce sera différent. Et que si effectivement on a besoin de créer du moins, créer du vide, c'est pour le remplir d'autres choses. Et là, typiquement, tu vois, j'ai donné la parole par exemple à Marie-Charlotte Garin, qui est la députée écolo de ma circonscription et qui, elle, milite pour l'abondance ou la croissance du consentement. Génial, tu vois, de se dire que le consentement c'est sexy et qu'on se rend compte de nos espaces de pouvoir, de domination les uns sur les autres. Et donc, on laisse de la place pour que chacun puisse dire oui et vraiment consentir quand il rentre dans un projet, dans une relation et tout ça. Moi, je suis ressorti hyper énergisé de la conversation que j'ai eue avec Marie-Charlotte. Une autre croissance, là, je pense à un podcast, un épisode avec Frédéric Matisse qui a créé les écoles Être, croissance des métiers manuels. Là où, tu vois, notamment dans ma famille, ça me touche parce que les métiers manuels, ils sont assez présents et je l'ai vécu et je l'ai vu comme quelque chose apparemment proposé comme étant un peu négatif. T'es pas très bon à l'école, tu vas faire un métier manuel. Bah non, ça crée une relation de transformation au quotidien, ça remet de la fierté, de l'utilité aussi, notamment vis-à-vis de tous les enjeux agricoles, mais aussi low-tech et tout qui nous attendent. Énormément Donc, de reconversion d'ailleurs en plus. Hyper important. Métier tertiaire vers du métier l'ADEME manuel. Et il y a aussi eu les shifters qui ont fait le plan d'économie, le PTF, plan de transformation d'économie française, PTEF, et qui montre toutes les bifurcations, voilà, toute la redirection économique qu'on doit faire, hyper intéressant. Et puis là, rien que le dernier épisode que j'ai fait, que j'ai adoré, Charlotte Jam qui a créé Bivouac et qui propose la croissance de la liberté, croissance de l'aventure de proximité. Et en fait, bah oui, bien sûr, t'as pas besoin de monter dans un avion pour aller passer un super moment. En plus, c'est assez économique sur le temps long parce que tu peux emprunter et puis tout faire après toi-même, tu vois. Et des croissances comme ça, bah là, depuis le début de l'année, j'ai vraiment décidé de creuser ça. Il y en a donc quelques dizaines que j'ai collectées, mais je sens bien qu'en fait, on peut parler de centaines de croissances, bien sûr. Génial. Est-ce que pour terminer, tu aurais une lecture à nous recommander pour essayer de cultiver cet espoir, cette confiance en l'avenir, ou bien une routine du quotidien que toi tu t'appliques et qui t'aide justement à garder confiance? Une routine du quotidien qui m'aide à garder confiance, en tout cas en mes capacités, c'est d'essayer d'apprendre de nouvelles choses et garder de la futilité dans sa vie. C'est important d'avoir des espaces où on pense plus du tout à ça. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'art? J'en sais rien, mais c'est important de vraiment être proactif et d'avoir des vrais temps pour que de temps en temps on pense à pourquoi c'est génial d'être vivant, plutôt de comment réussir à faire en sorte qu'on continue à préserver cette vie dans les décennies à venir. Première chose. Et je viens tout juste de sortir d'une lecture qui était géniale, c'est Jean-Pierre Gou avec La Petite Princesse, et c'était chouette. La Clé des songes, je crois que son livre exactement s'appelle comme ça. Il vient de sortir le deuxième tome d'une nouvelle trilogie qui suit Siècle Bleu, et là c'est le pouvoir des rêves, le pouvoir de la musique, le pouvoir de l'amour pour transformer notre époque. Et ouais, ça me parle à fond. J'en suis ressorti avec une énergie renouvelée pour au moins l'année à venir. Génial. Voilà. Génial. J'ai pas encore lu le tome 2, je vais m'y atteler. Et je suis très d'accord avec le premier routine quotidienne. Moi, j'ai commencé le dessin là en septembre, Génial. dessin peinture, et c'est vrai que passer 2 heures, 3 heures dans la semaine ou juste être focalisé sur l'activité manuelle, etc., bah, ça permet de redonner aussi un sens au quotidien, à vivre la vie et tout. Donc génial. Merci. Merci beaucoup.